Charles Sana, bonjour. Bonjour Pierrot. Ça me fait très plaisir de t'accueillir sur cette première interview de 2017. J'espère que le début de 2017 s'est bien passé pour toi. Écoute, impeccable, chargé avec une actualité super favorable, plein de choses à raconter, plein de choses à analyser, plein de choses à étudier. Donc un bon début d'année passionnant comme il faut. Cela fait quelques jours que le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, a pris ses fonctions. Comment analyses-tu le début de cette année au niveau des marchés? Tu es spécialiste des marchés financiers. Peut-être d'ailleurs, c'est l'occasion pour te présenter un petit peu à nos téléspectateurs. Je ne sais pas si on peut dire télé, c'est nos internet spectateurs. Si tu nous parlais un petit peu de toi et puis surtout de comment tu vois ce début d'année avec ces événements importants qui viennent de se produire. Donc tous les jours, je réalise une édition sur l'actualité économique et je dirais les infos économiques clés et très importantes qui est gratuitement accessible sur mon site insolentiae.com. Donc insolentiae, ça s'écrit .com. Vous pouvez donc tes web spectateurs peuvent me retrouver tous les jours là-dessus. Et puis après, pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, j'ai notamment les dossiers stratégiques qui, eux, sont pas dans la partie gratuite, mais dans la partie payante, mais qui permettent d'avoir des conseils et des analyses encore un petit peu plus pertinentes, différentes, et surtout, ça va plus loin en termes de solutions à mettre en œuvre. Alors, comment est ce début d'année sur les marchés financièrement ? On a vu que globalement, on a eu jusqu'à l'investiture de Donald Trump, c'est des choses que j'ai pu écrire d'ailleurs. Attention, on a eu des marchés haussiers tout décembre, on a eu des marchés haussiers tout janvier. Attention, au moment de l'investiture de Trump, on va avoir les premiers chocs. Alors, il faut bien comprendre pourquoi on a eu des marchés haussiers. On a eu des marchés haussiers parce que les marchés ont joué ce qu'on appelle l'indice POTUS. L'indice POTUS, alors POTUS c'est le nom de code de President of the United States. Donc son surnom c'est POTUS pour les services secrets. Mais l'indice, pour la petite histoire, mais l'indice POTUS, c'était de dire voilà, Trump arrive avec un programme et ce programme est un programme qui représente une véritable cassure intellectuelle et idéologique entre le tout mondialisme d'un côté et le virage qu'il souhaite prendre vers une forme de retour au souverainisme et donc ça inclut une forme de protectionnisme. Dans ce virage-là, tu comprends bien qu'on a un virage également sur les valeurs qui vont performer, surperformer ou sous-performer. En clair, tout ce qui était toutes les valeurs pour qui la mondialisation était très positive, on va dire toutes les valeurs de grande consommation, sont des valeurs qui sont amenées à souffrir. Toutes les valeurs qui, en revanche, sont des valeurs plutôt domestiques, plutôt nationales, sont amenées à surperformer dans le monde qui arrive. Les marchés, jusqu'à la prise de fonction de Donald Trump le 20 janvier, ont pris en compte uniquement la hausse pour les valeurs qui pourraient profiter de cette nouvelle politique de Trump, sans sanctionner ou faire baisser les titres qui, eux, pourraient être défavorisés par cette nouvelle politique. Résultat des courses, écoute, on est 4 jours après l'investiture de Trump. Il a signé ses premiers décrets. Il est revenu sur un gros traité de libre-échange. Il en remet un autre encore plus énorme en jeu, puisque c'est ni plus ni moins que celui de l'ALENA. Et l'ALENA, c'est le traité de libre-échange nord-américain. C'est un peu l'équivalent pour nous, Européens, de notre espace économique européen. Donc c'est quelque chose d'énorme. Toi, en tant que Suisse, ton pays n'est pas dans l'Union européenne, mais ton pays fait partie, ouais, je te vois heureux. Alléluia. Ton pays, en revanche, fait partie de l'espace économique européen. Et donc, à ce titre-là, ton pays a évidemment des liens très privilégiés avec les pays européens qui l'entourent. Et l'ALENA, c'est un peu ça, si tu veux. Hein. C'est un peu le pendant en Amérique du Nord avec le Canada, les États-Unis et le Mexique,
c'est le plus vieux traité de libre-échange qu'ils aient, pour eux, pour les Américains, est le plus important. Le fait de le renégocier, c'est quand même sacrément majeur en termes idéologiques. Donc on est bien dans une révolution. Voilà. Moi je dis Trump, ça va être une révolution, comme Reagan avait été une révolution. Est-ce que ça va marcher? C'est autre chose. Et c'est un autre débat. Est-ce que tu es pour ou contre? C'est encore un autre débat. Et puis, est-ce qu'on va le laisser faire ou pas? C'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, je pense qu'on peut s'accorder déjà sur ces 4 premiers jours pour dire la révolution Trump, clairement, elle est là. Elle est en route, elle est en marche. Elle plaît, elle ne plaît pas, encore une fois, c'est autre chose. Et donc ça va commencer à provoquer des chocs sur les marchés qui vont se réveiller, qui vont commencer à pricer, donc à prendre en compte dans les cours ces nouveaux changements. C'est pour ça que je pense qu'on s'achemine tout droit vers une énorme secousse en ce début d'année, et on peut raisonnablement penser qu'on va avoir un crack, un mini-crack, une grosse consolidation, peu importe le mot qu'on va utiliser. Enfin bon, on peut baisser de 10 à 20% sur les marchés, ce serait pas choquant. Mmh. Si ou quand ce crash devait arriver, quelles seraient les valeurs de repli pour les gens qui souhaitent préserver un petit peu leur patrimoine? Alors, tu as deux volets dans ta question. Le premier volet, c'est l'échéance, court terme, moyen terme. À court terme, évidemment, tu peux dire je veux me replier. À moyen terme, alors très moyen terme, c'est-à-dire, on va dire que ce mouvement de consolidation, il va pouvoir durer peut-être entre 1 et 3 mois. Après, tu peux tout à fait avoir un mouvement qui repart à la hausse. Un petit peu d'ailleurs comme on a eu dans l'année 2016, avec un début d'année qui a été très mauvais. Finalement, un milieu d'année, une fin d'année qui ont été absolument excellents. Et on termine l'année sur des plus hauts historiques. Alors, en termes de repli à court terme, là tu as l'or. Alors, il faut savoir que l'or, depuis le 1er janvier, il monte de presque 6%. C'est pas du tout négligeable. Donc, il y avait déjà beaucoup monté l'année dernière. Il monte de 6% depuis le début du mois de janvier, c'est-à-dire en une vingtaine de jours. Je crois qu'il y a déjà un certain nombre de dégagements qui sont en train de s'opérer et de gens de grosses mains qui sont en train de se positionner sur l'or. En tout cas, il n'y a pas de raison que l'or performe à ce point-là, alors que la Fed est plutôt en train de monter ses taux d'intérêt. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se jouer, et je pense que ce qui est en train de se jouer, c'est un moyen de protection contre une baisse des marchés. À très court terme aussi, tu peux utiliser un produit qui est assez sympa, qui s'appelle le BX4. Je parle plutôt pour les francophones et plutôt les Français. Mais dans chaque pays, on a l'équivalent. Le BX4, c'est un tracker, donc B, Babar, X, 4 le chiffre. C'est un code mnémonique que vous pouvez taper pour retrouver cette valeur. C'est un tracker qui fait la performance inverse du CAC 40 x 2. En clair, si le CAC 40 baisse de 10%, ton BX4 il va augmenter de 20%. Donc si tu as un PEA, si tu as un portefeuille que tu ne veux pas liquider, alors c'est éligible au PEA en plus pour les Français, donc si tu ne veux pas liquider éventuellement ton portefeuille, tu peux le couvrir partiellement avec ce genre de produit. Notamment parce qu'il a un effet de levier, donc si tu as 100 en valeur, si tu achètes 50 de ce produit-là, tu couvres l'équivalent de 100% de ton portefeuille. Donc ça, ce sont des choses qu'éventuellement tu peux envisager. Donc l'or, évidemment. Alors l'or, tu peux l'acheter de manière différente, soit de l'or papier, tu as notamment le GBS. Pareil, c'est un code mnémonique. Donc ça, ce sont des certificats or qu'on peut acheter en bourse, ou alors de l'or physique que tu peux acheter de toutes les manières que tu veux, puis creuser un trou dans le fond de ton jardin. Voilà, mais bon, disons que sur le court terme, si tu n'anticipes pas un effondrement systémique global sur cette phase-là, tu n'as pas de raison d'entamer une migration de tes actifs qui soit complète, quoi. Sinon, évidemment, si tu joues un effondrement global, là, tu pars plus sur des 100% d'actifs tangibles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on regarde les sous-jacents de
l'économie, on va dire, mondiale aujourd'hui, euh, il y a tout de même, voilà, tu l'as dit, des marchés qui sont à leur plus haut historique, pas tous, mais enfin dans certains marchés, on voit on est presque au plus haut depuis qu'ils sont mesurés, et qui devraient donc refléter une santé économique et des prévisions économiques fantastiques, puisque c'est ça que le marché normalement représente. Ce sont des acheteurs et des vendeurs qui se mettent d'accord sur un prix collectivement, macroscopiquement, et qui donc montrent un avenir radieux. Et alors que lorsque l'on regarde les sous-jacements, les fondamentaux, on voit que, au-delà de la cosmétique des statistiques, il y a quand même des problèmes en Chine, des problèmes aux États-Unis, des problèmes sérieux en Europe, des incertitudes politiques et géopolitiques très grandes. Tu as mentionné Trump aux États-Unis qui a l'air de faire ce qu'il a promis, c'est-à-dire c'est le truc complètement inattendu et qui laisse penser que quand même les sous-jacents sont... En tout cas, il y a une incertitude qui n'a pas l'air d'être factorisée dans les marchés, dans les cours. Comment tu expliques cela? Tu as entièrement raison sur le fait que les incertitudes ne sont pas prises en compte. J'apporterai juste un autre élément de réflexion qui consiste à dire, attention, les fondamentaux ne sont pas bons. On voit effectivement, tu les as très bien listés, tu as parlé des difficultés en Chine, tu as parlé d'un certain nombre de choses, c'est entièrement vrai. En revanche, il y a quelque chose qui marche très bien, qui fonctionne très bien, et globalement c'est quoi? C'est la mondialisation. Et jusqu'à présent, c'était la mondialisation. Et la mondialisation, on peut en débattre, Trump, comme tu dis, il a même utilisé le terme lors de son discours d'investiture en parlant, c'est la fin du carnage, d'accord? Donc la mondialisation pour un certain nombre de peuples, de gens, de classes moyennes à travers le monde, dit occidental et développé, ça a été un véritable carnage social, un carnage financier, ça a été le déclassement des classes moyennes partout à travers la planète et leur appauvrissement. Et cet appauvrissement des classes moyennes occidentales correspond en face de cet appauvrissement l'enrichissement de deux catégories. L'enrichissement l'émergence d'une véritable classe moyenne dans les pays dits émergents, d'accord, donc en Asie, mais aussi en Afrique, etc. Tu vois l'émergence d'une classe moyenne capable de consommer. Il faut se souvenir que ces pays-là, il y a 30 ans, étaient dans la misère la plus noire. Ça veut dire que finalement, notre appauvrissement, c'est presque un don et un immense partage. On pourrait appeler ça le grand partage. Donc, sauf qu'on a oublié de te demander ton avis. Mais ça a été un grand partage. Mais le Chinois de la classe moyenne, ou l'Africain de la classe moyenne, il est quand même beaucoup plus pauvre que ce qu'on était riche avant de partager avec lui. Et donc cette grande différence est passée où? Cette grande différence est évidemment passée dans les poches des actionnaires et des grandes multinationales qui ont réussi à capter l'essentiel de ce transfert phénoménal de richesse. C'est ça la mondialisation. Et donc, pour ces multinationales-là, les affaires, elles vont très bien. Elles vont très très bien, Pierrot. Et donc, ce qui explique que les cours soient aussi hauts, ce n'est pas les fondamentaux économiques, c'est les fondamentaux de ces quelques grandes multinationales qui ont prospéré sur une misère qu'elles ont créée, sur cette mondialisation de ces 30 dernières années, et les profits ont augmenté de manière absolument phénoménale et colossale. C'est ça qui explique, entre autres, parce que ce n'est pas le seul élément, tu as la bulle des actifs, tu as l'impression monétaire, tu as les injections de liquidités, les quantitative easing, etc., etc. Donc ça, ce sont d'autres éléments qui expliquent l'envolée des cours de bourse. Mais les fondamentaux ne sont pas si mauvais que ça quand on s'intéresse uniquement au tout petit prisme des multinationales. Le problème, et c'est là où du coup je te rejoins totalement, c'est qu'effectivement, sont comptabilisés, pris dans les prix, pris dans ces cours, la mondialisation et la poursuite de la mondialisation. Quels vont être les profits de ces multinationales s'il y a démondialisation, s'il y a retour au souverainisme, s'il y a volonté de rééquilibrer cette mondialisation et de rééquilibrer
ce partage financier. Voilà, le profit des multinationales ne va pas être le même. D'où le fait de jouer plutôt l'indice POTUS, donc les entreprises que Donald Trump va faire travailler pour refaire les grandes infrastructures américaines, travailler sur le marché domestique, etc., que ces grandes multinationales sans foi et sans loi, qui sont des transnationales et qui vendent partout dans le monde et qui font produire là où ça coûte le moins cher pour vendre le plus cher possible à des gens à qui il ne file plus de boulot. Oui, je vois. La logique justement de ces multinationales, elle est par définition d'aller chercher le profit là où il est. On a vu que s'il fallait dégraisser dans le pays même de leur origine historique pour aller dans un pays avec plus d'opportunités, elles n'hésitent pas à le faire. Toutefois, ce qu'on appelle souvent la responsabilité sociale de l'entreprise, qui est une vue de l'esprit, je suis d'accord, c'est pas dans les chartes de l'entreprise de le faire, néanmoins permettait ou peut permettre de garder les clients. Si aujourd'hui il y a un appauvrissement massif des pays développés, donc de la population de la classe moyenne, qui va encore consommer autrement qu'à crédit? Chez nous, évidemment. Non, mais tu as entièrement raison, mais le problème du capitalisme, c'est que la somme des intérêts particuliers n'est pas égale à l'intérêt collectif. Et en disant cela, si tu veux, je te résume le problème de matrice ou le problème de logiciel intrinsèque au capitalisme tel qu'il est conçu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on part du principe que la somme des intérêts particuliers va faire l'intérêt collectif, mais c'est totalement faux. De manière individuelle, une entreprise a intérêt à faire produire là où c'est le moins cher possible et à revendre là où elle aura le meilleur prix de vente possible. Donc en clair, elle a intérêt à faire produire par un petit Chinois qui va lui manger un bol de riz et à vendre à un Européen ou un Américain très très cher, des centaines de dollars, son produit. Le problème, c'est que quand elle fait ça toute seule, ça marche très bien. Ça marche très très bien puisque les consommateurs ils sont solvables. Et là où on rejoint exactement le point que tu soulèves, c'est qu'à partir du moment où toutes les entreprises font ça, tu te retrouves avec un problème général de solvabilité de tes ménages. Et donc la disparition de tes classes moyennes. C'est le stade aujourd'hui auquel nous sommes arrivés. Alors l'économie, c'est des effets de seuil. Pendant des années, les choses, tu ne les vois pas, tu peux les pressentir, tu peux les anticiper, ce que tu as fait dans un de tes bouquins, mais il y a des effets de seuil tant qu'ils ne sont pas atteints, les effets ne sont pas matérialisés pour la grande masse des gens. Aujourd'hui, les effets, tu prends un pays, toi, en Suisse, vous n'avez pas vraiment de problème de chômage, mais soit dit en passant, vous avez quand même encore des frontières et une monnaie. Nous, on n'a plus de monnaie, on n'a plus de frontières, et aujourd'hui, on a atteint un effet de seuil. Toi, à droite, là, tu es en Suisse, de l'autre côté, tu es en France, il y a une ligne virtuelle là, qui nous sépare. D'un côté, tu n'as pas de chômage, une frontière, une monnaie, et de l'autre côté, tu n'as pas de monnaie, pas de frontière, et tu as 10 millions de pauvres et de chômeurs. Donc aujourd'hui, on a atteint un effet de seuil. Et cet effet de seuil, il est atteint en France, il est atteint en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et donc, évidemment, tu en as l'expression politique à travers le Brexit, à travers l'élection de Trump, peut-être demain de Marine Le Pen en France, peu importe. Tu as cet effet de seuil. Donc, cet effet de seuil, il vient bien confirmer ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, quand tout le monde a délocalisé, quand tout le monde a supprimé les boulots, et bien ici, tu n'as plus de consommateurs solvables. D'où la nécessité de resolvabiliser le consommateur. Comment tu fais pour resolvabiliser le consommateur? Soit tu l'endettes, mais si tu endettes quelqu'un qui n'est pas solvable, en général, ça se passe mal et ça va assez vite. D'accord? Donc ça ne peut pas durer très longtemps. On l'a fait notamment avec la bulle immobilière. Bon. Mais ça ne peut pas durer très longtemps et on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec la bulle immobilière. Soit tu lui donnes de l'argent. D'accord? Donc c'est la fameuse idée du revenu universel d'ailleurs, du revenu universel, du capital universel. On ne sait pas comment faire, on va leur donner de l'argent. Ça pourrait fonctionner à condition qu'on ait notre monnaie quand même. Parce que quand tu n'as pas ta monnaie et que tu entends des pimpins chez nous dire qu'ils vont donner de l'argent à tout le monde alors qu'on n'a pas notre souveraineté monétaire, ça va être un peu compliqué. Oui, parce que cet argent, il faut le trouver quelque part. Voilà, il faut le trouver quelque part.
là, tu as deux manières pour le trouver. Soit tu le piques dans la poche de ceux qui en ont, pardon, soit tu l'imprimes. Dans un monde ouvert et globalisé où tu as le droit de te promener comme tu veux, si demain tu viens me piquer 99% de ce que je gagne, rassure-toi, tu vas me le piquer pendant un mois le temps que je fasse mes valises, mais le mois prochain, tu ne me piqueras plus rien parce que je serai déjà parti. Donc ça peut fonctionner, mais à condition de remettre des frontières. Bon, si tu ne remets pas des frontières, faut imprimer tes billets. Et pour imprimer tes billets, encore faut-il que tu aies l'imprimante, ce qu'on n'a plus puisqu'elle est à la BCE. Bref, ça va être compliqué de donner de l'argent aux gens. Donc il te reste la dernière solution, en plus on peut parler du bien fondé philosophique de le faire, ça c'est encore autre chose. Ensuite, la troisième possibilité qui te reste, c'est tout simplement de leur redonner du travail. Et pour leur redonner du travail, à un moment donné, il faut relocaliser les choses. Donc pour relocaliser les choses, à un moment donné, il faut démondialiser. Et c'est ce que fait Trump, c'est ce que fait le Brexit, c'est ça le retour à ces souverainetés. Ça veut dire que tu es dans un mouvement de mécanique inverse. Ça veut dire que ce qu'on avait donné d'une main, on va le reprendre de l'autre. Donc l'enrichissement qu'on a provoqué en Chine, par exemple, démondialiser, ça veut dire qu'on va appauvrir la Chine. Si on appauvrit la Chine, ça va créer un choc économique important à l'échelle internationale. Donc, la politique de Trump est une politique qui peut provoquer des chocs économiques très forts. Pourtant, son slogan Make America Great Again vise à, en tout cas pour la classe moyenne qui a voté pour lui, vise à donner l'espoir d'un renouveau de la capacité industrielle de production américaine et en même temps de garder cet équilibre entre cette ouverture commerciale. Les États-Unis, bien sûr, ils importent beaucoup, mais ils exportent aussi, et en même temps de privilégier le travail intérieur. L'Europe, qui est une entité difficile à définir politiquement et économiquement, en tout cas l'Union européenne, n'a pas de leader défini comme Trump, n'a pas de politique très claire, et visiblement est en train de, après s'être énervé après s'être aliéné la Russie, maintenant on se retrouve avec peut-être les États-Unis comme concurrents économiques. Quelle va être la carte à jouer s'il y en a, des Européens, de la France notamment, de l'Allemagne? L'Angleterre semble déjà avoir pris son chemin. Qu'est-ce que l'Europe va faire? Rien, elle va exploser. Elle va exploser, elle n'a pas d'autre solution que de mourir. L'Europe, cette espèce de machin que comme tu viens de le sous-entendre, que tu as autant de mal à définir, cette entité un peu bizarre, moi je la définis de manière très simple, c'est l'UE-RSS. Ben oui. Donc c'est à peu près aussi fou comme construction que l'était l'URSS. Donc l'Union des républiques socialistes et soviétiques République et royaume. terminé dans un immense effondrement. Et l'UE-RSS va se terminer dans le même effondrement parce que dans tous les cas, c'est la même négation de la réalité. D'accord ? Tu as des faits, tu as de la réalité, puis tu as la propagande. Donc moi, quand j'étais gamin, je me souviens très bien de cette Union soviétique. Et donc, les gars au Politburo, le Politburo européen, c'est les commissaires européens. D'ailleurs, ils s'appellent commissaires. Tu remplaces européen par politique, et tu as exactement la même chose que le Politburo soviétique. C'est pareil, c'est exactement le même type de fonctionnement. Le KGB en moins et encore. Donc, tu te retrouves avec une propagande qui disait « jamais on a eu autant de blé, jamais il y a eu autant de fabrication de pain, jamais... » Bon. Et les mecs, ils avaient faim et ils faisaient des queues pas possibles et on leur disait qu'il y avait vachement à manger mais il n'y avait rien à bouffer. Et donc ça, il arrive un moment, tu vois, le contraste entre ce que l'on te dit et la réalité, c'est plus tenable. Et donc, on en est au même point pour l'Union européenne, puisque tu as un fantasme d'Union européenne, un fantasme d'État fédéral, et dans les faits, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que si tu veux un État fédéral, à un moment donné,
il faut que tu aies une cohérence de fonctionnement. La cohérence de fonctionnement, c'est tu as un État, tu as un gouvernement, tu as une représentation, peu importe qu'elle soit parlementaire, sénatoriale, mais tu as une représentation unique. Hein. Tu as une armée, tu as des impôts, tu as une fiscalité totalement homogène. Alors, tu peux avoir quelques petites différences entre États, mais enfin, ça sera vraiment à la marge, hein, comme aux États-Unis, leur État peut être fédéral. Et puis, tu as évidemment une union de transfert, c'est-à-dire que les riches allemands, eh bien, évidemment, ils vont payer pour le pauvre grec, que ça leur plaise ou pas, d'accord? Et donc, le riche, il assiste le pauvre, et tu as une union de transfert. Et si tu as une union de transfert, à ce moment-là, bon, tu as des équilibres qui peuvent se créer, et techniquement, ton Union européenne, elle est viable. Je parle bien techniquement. Je ne parle pas ce que tu en aies envie idéologiquement ou pas, c'est autre chose. Mais techniquement, ça peut tenir. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce fonctionnement-là. On a des États qui ne se parlent plus. On a les Allemands qui ne veulent surtout pas payer pour les Grecs. Les mecs, ils sont en train de pressurer tout le monde, de leur mettre de l'austérité qui les arrange eux, mais pas les autres. La monnaie, elle est trop forte pour tout le monde. Enfin, c'est une catastrophe. Tu as des fiscalités. Aujourd'hui, très clairement, tu es une entreprise, tu fais bosser le Bulgare à 190 € par mois, tu as installé ton siège social en Irlande ou au Luxembourg pour ne pas payer d'impôts, et tu revends aux consommateurs français plein pot. D'accord? Génial. C'est absurde. C'est pas une union fédérale. C'est pas un pays, ça. C'est un vaste n'importe quoi qui organise le dumping fiscal, qui organise le dumping social, et qui organise sa propre mort parce qu'il ne peut pas fonctionner. Face à ces constats très lucides, qu'est-ce qu'ils font les Anglais? Les Anglais qui sont des grands pragmatiques. Hein. Ils disent alors, nous on va partir, c'est churchillien. Hein. Ouais. Je préfère prendre le changement par la main plutôt que d'attendre que le changement me prenne par le cou. Bon. Et donc là, c'est exactement ça qu'ils font les Anglais. Ils disent voilà, on va faire une sortie ordonnée et un Brexit ordonné de l'Europe, parce que de toute façon, leur truc, ça va partir en cacahuète. Tu l'as très justement dit, cette espèce de maelstrom européen, en plus, est coincé entre une Russie à qui nous avons trouvé très intelligent de mettre des sanctions économiques, et des États-Unis qui maintenant peuvent plus nous blairer, puisque le président Trump, qui a été élu, ça nous plaise ou non, nous avons passé notre temps à l'insulter. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu la mentalité de Trump, bon, ça c'est son bouquin, tu vois, on en parlait tout à l'heure, ça c'est son bouquin, donc tu disais Make America Great Again, ça c'est un autre de ses livres très important pour comprendre la psychologie de Trump, c'est l'art du deal, hein, et donc comment négocier, et Trump est un négociateur, et puis ça c'est penser comme un champion. Ça, c'est traduit en français. Tous les autres, il n'y a pas de traduction en français. C'est de l'anglais dans le texte. Trump est un gars qui va effectivement faire ce qu'il a dit. Ça va marcher, ça va pas marcher. Mais il va globalement, je pense qu'il va globalement le faire. Donc, on s'est aliéné les États-Unis, on s'est aliéné la Russie, et nous, on se retrouve dans une espèce d'ensemble qui, évidemment, est un ensemble qui, techniquement, n'est pas viable. Pierrot, il y a peu de chances que ça se termine bien. Dans ta lettre d'information quotidienne, et vraiment j'encourage tout le monde de s'y abonner, et parce qu'elle est à la fois suffisamment impertinente. Le titre de ton site, l'adresse est insolentiae, donc insolence en latin, mais à la fois très, très pertinente et très percutante, et souvent tu vas au-delà du simple fait économique ou du simple fait financier. Tu englobes énormément de sujets, et c'est ce qui la rend, je crois, très intéressante. Tu la conclus à chaque fois par « Préparez-vous, il est déjà trop tard ». Évidemment, ça me plaît, puisque c'est dans mes plates-bandes, et j'aime bien. J'aime bien quand on rentre dans mes plates-bandes, justement. Le croisement des compétences et des disciplines est fort enrichissant. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de cette phrase, et surtout pourquoi ? Tu n'y es pas totalement étranger à cette phrase, hein, en termes de croisement d'idées et d'inspiration. Moi, je m'arrête là où tu commences. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'idée, je crois, finalement, sans jamais y avoir vraiment réfléchi, mais l'idée sous-jacente à tout ça, c'est je fais des constats économiques. Ces constats économiques sont les constats d'une époque. Tu as un autre monsieur que j'aime beaucoup écouter qui s'appelle Charles Gave. Je suis vraiment pas toujours d'accord avec lui, il est super libéral, etc.
mais il a une très bonne pensée. Il a des réflexions très profondes, c'est un garçon qui a aussi beaucoup d'expérience, qui a beaucoup vu, voyagé, entrepris, etc. Et donc, quelque chose qu'il a dit il n'y a pas très longtemps et que j'invite tous nos web spectateurs à retenir, mais il a dit « Celui qui s'est endormi en 1890 et qui se réveille en 1920, il n'a rien compris au changement du monde. Celui qui s'endort en 1990 et qui se réveille en 2020, il n'aura rien compris non plus. » C'est-à-dire que ces changements de siècle sont des moments d'accélération absolument phénoménal d'événements. Bon. Et donc là, on est en train de vivre des bascules. Ces bascules, elles sont génératrices de chocs. Alors chacun va faire ses analyses. Chacun va développer ses convictions. Chacun va aller le plus loin possible dans sa réflexion. Quel que soit l'endroit où va te mener tes recherches, tes pensées, il va y arriver un stade où tu vas en arriver au point de te dire, ok, maintenant il va falloir que je me prépare. C'est-à-dire que ça, c'est le stade d'après. C'est-à-dire que tu as le temps des constats, tu as le temps de la pensée, tu as le temps de l'analyse, tu as le temps des constats. Et à un moment donné, tu as le temps de la préparation parce que très concrètement, il va y avoir des conséquences. Et ces conséquences, si tu veux essayer de t'en protéger ou de les atténuer, ou même peut-être d'en tirer profit ou d'en tirer parti, il va falloir te préparer. Moi, j'adore donner l'exemple du marché noir pendant la guerre. C'est dégueulasse, c'est tout ce que tu veux, c'est immoral, amoral, peu importe, je m'en fous. Factuellement, techniquement, même au pire moment, même dans les pires situations, tu peux faire du business. Même dans les pires moments et dans les pires situations, tu as des opportunités. Donc, il ne s'agit pas de dire je suis optimiste, je suis pessimiste, je suis machin. Non. Si tu es hyper optimiste, à la limite, cette phase de chamboulement peut être une opportunité absolument phénoménale parce qu'il y a énormément de fortunes qui vont se défaire et quelques fortunes qui vont se faire. Donc, oui, préparez-vous. C'est effectivement ce que l'histoire nous apprend, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste. Au contraire, il faut chevaucher le tigre, comme disait Evola, sur les choses. Écoute, je souhaitais en fait te proposer, puisque nous n'avons qu'une demi-heure et nous arrivons au terme de celle-ci, peut-être de faire ce point relativement régulièrement, peut-être chaque 2 ou 3 mois, car je crois que, et pour aller dans d'autres sujets, d'aller un peu plus loin, les thèmes qui permettent de croiser différentes compétences que sont l'économie, la finance, la politique, la géopolitique, et pour l'individu, comment est-ce qu'on se prépare justement, peuvent être assez enrichissants dans le dialogue avec toi et peut-être même d'autres personnes. Donc, avant de te laisser le mot de la fin, je souhaitais te renouveler l'invitation à refaire cette courte conversation régulièrement. Pour conclure, quel serait le message que tu pourrais envoyer à mes lecteurs qui, en général, sont des personnes qui commencent justement à se préparer? Qu'est-ce que tu pourrais leur laisser pour 2017 comme message? Quelque chose de simple, c'est-à-dire que on est dans une phase qui est une phase de grand chamboulement, de grand changement. Je pense que beaucoup de tes lecteurs le comprennent de manière plus ou moins consciente, plus ou moins diffuse, peu importe, mais c'est quelque chose même à la limite qu'ils vont ressentir de manière viscérale. Ils ressentent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, c'est l'instinct qui parle. C'est l'instinct quasiment animal, l'instinct de survie. On sent une menace. Effectivement, on est dans une période très menaçante. On est dans une période de grand basculement, de grand chambardement. C'est pas forcément un point de rupture qu'il faut attendre. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément binaire. C'est pas on-off. C'est pas aujourd'hui tout va bien et puis tout d'un coup le cataclysme arrive brutalement comme dans les films catastrophes d'Hollywood où tu vois les petites familles marcher, les oiseaux chanter, etc. Puis tout d'un coup, boum, c'est la catastrophe. C'est on-off, c'est binaire.
on passe du tout va bien au rien ne va plus. On n'est pas dans un monde, et finalement le monde n'a jamais été comme ça. L'effondrement de l'Empire romain se fait sur des siècles. On est plutôt dans des évolutions qui sont des évolutions lentes, sur des espaces de temps courts, ou plus ou moins courts, avec des phases d'accélération et des phases d'attente. Donc on est dans quelque chose qui peut être, quand on se prépare, qu'on a une approche un peu survivaliste, comme c'est évidemment ton cas, on peut être dans quelque chose, presque parfois on est attentiste, on peut même se dire, bah, tiens c'est marrant, pour moi ça aurait dû aller plus vite. Et finalement, je crois que le grand message chez celui-là, c'est qu'il ne faut pas être dans un timing, il ne faut pas être dans un délai, il faut bien avoir conscience de ces processus historiques. Ce sont des processus. Et donc un processus, c'est dans un temps donné. Et ce temps, nous ne le maîtrisons pas. En revanche, ce que l'on maîtrise, ce sont nos choix personnels, ce sont nos allocations d'actifs, ce sont, moi, ce que j'appelle dans ma lettre stratégie, le PEL, donc qui est un petit clin d'œil, non pas au plan épargne logement en France, qui est un placement, mais au patrimoine, emploi, localisation et fondamentaux de ta liberté. Et ça, je crois que c'est quelque part aussi quelque chose sur lequel tu travailles beaucoup, même si tu ne l'appelles pas comme ça. Quand on parle de préparation, forcément, on doit avoir une vraie démarche intellectuelle de savoir qu'est-ce que je fais de mon argent, mon patrimoine au sens large, comment je le dépense, comment je le mets de côté, comment je l'utilise, qu'est-ce que j'apprends comme travail, qu'est-ce que je développe comme compétences, comment je fais moi pour être employable dans ces grands moments de chambardement, et puis évidemment, où est-ce que j'habite? Où est-ce que j'habite? Est-ce que j'habite en grande ville ou est-ce que je me mets plutôt en campagne, etc. Donc, bref, voilà le message, c'est on est dans un processus, ce processus il prend du temps, le temps on ne le maîtrise pas, les délais on ne les maîtrise pas, il s'impose à nous. En revanche, il y a d'autres choses qu'on peut maîtriser et ce sont les paramètres de notre liberté.